Merci beaucoup, maître. Donc, maintenant, je passe la parole à maître Dominique Tricot. Monsieur le bâtonnier, monsieur le ministre, mon ami, je voudrais saluer tous nos amis tunisiens dont je devine la présence derrière l'écran, leur dire qu'avec toi, Abderrazak, avec eux tous, on a eu un immense espoir après s'être battu avec vous contre Ben Ali, et qu'aujourd'hui, voir en Tunisie une dictature qui est probablement encore pire que celle de Ben Ali, après une constitution qui était la première dans le monde à défendre les avocats. Tout ça est bien consternant et je voudrais vous dire à quel point nous partageons vos engagements, nous partageons vos combats. Alors la torture. Mon angle d'attaque est en général plutôt sur l'attaque des avocats, puisque la conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune que je représente défend dans tout l'espace francophone mondial tous les avocats qui sont, pour leur acte de défense, attaqués, torturés, assassinés, et notamment en Tunisie, où la liste des avocats et magistrats emprisonnés est absolument effrayante. Alors la torture. La torture, on pourrait se dire que c'est une pratique moyenâgeuse. Rappelez-vous qu'elle a été même codifiée, que la pratique de la question était dans le code de procédure pénale au Moyen Âge avec une notion divine, qui était une notion que si vous marchiez sur des braises pieds nus et que vous étiez innocent, vous n'aviez pas mal. Ça marchait assez mal. Et plus la société s'est développée, et moins on a assumé la torture. Moi, je peux vous dire que quand j'ai commencé ce métier d'avocat en 1981, il était habituel, pas certain, mais quasi habituel, de sortir d'une garde à vue avec des yeux au beurre noir, qu'on ait des choses à avouer ou pas, ça faisait partie de la garde à vue, pour vous apprendre à vivre, peut-être. Et que la vraie nouveauté, au fond, c'est que depuis une cinquantaine d'années, la torture qui était cachée, qui était honteuse, qui était pratiquée, est revendiquée. Je ne suis pas très fier que mon pays ait assumé la torture pendant la guerre d'Algérie, mais j'ai été encore plus désespéré de voir qu'après les attentats contre les tours jumelles, les Américains ont revendiqué le fait de torturer les gens qu'ils avaient capturés à Guantanamo. Ça veut dire qu'un pays, le pays, la plus grande démocratie du monde, il y a moins d'une quinzaine d'années, a donc dit officiellement qu'elle torturerait les gens. C'est dire que le débat est totalement actuel et que la lutte contre la torture doit nous occuper, mais plus que jamais. Car si les plus grandes démocraties du monde revendiquent le fait de la pratiquer, ne signent pas les conventions qui permettent de la combattre, cela veut bien dire à quel point nous devons intervenir. Je vais donc essayer de donner à tous nos amis une sorte de boîte à outils. D'abord, essayez de définir la torture. La torture, le texte qui est repris à peu près dans toutes les législations, c'est celui de l'article 1 de la Convention de New York. C'est tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne. Mais attention, mais attention parce que toute torture ne va pas entraîner la compétence universelle. Il faut qu'elle soit infligée par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement express ou tacite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit d'une torture d'État. Ça veut dire que nous ne parlons pas aujourd'hui d'un fait divers dans lequel X torturerait Y pour je ne sais quelle raison crapuleuse ou autre. Et c'est donc important de le signaler, il s'agit de la torture, qu'elle soit destinée ou pas à provoquer des aveux. Car lorsqu'à Abu Ghraib, de malheureux détenus étaient violés par des chiens policiers, ce n'était pas pour les faire avouer,
c'était pour les humilier, c'était pour les abattre. Et la torture est une technique qui est destinée à faire perdre son humanité à la victime tout autant que de lui faire la faire avouer. Alors, on pourrait dire aussi que la torture, c'est très inefficace. Et que si beaucoup de démocraties, si beaucoup de commissariats renoncent à la pratiquer, c'est qu'on s'aperçoit qu'en matière d'aveu, les gens, pour arrêter de se faire torturer, avouent des choses fausses, que le lendemain de leur garde à vue, les stigmates même des tortures font perdre tout crédit à leurs aveux, et que c'est finalement une technique très inefficace. Malheureusement, elle prospère ô combien. Pour la communauté, pour la Cour européenne des droits de l'homme, la torture sera définie comme des traitements inhumains, délibérés, provoquant de graves et cruelles souffrances. Il s'agissait d'une garde à vue en France, pas au bout du monde, dans lequel la, la, la CEDH a considéré que de telles blessures étant infligées intentionnellement aux requérants par des policiers constituaient une torture. La Charte africaine des droits de l'homme, de la même manière, dans son article 5 qui vous a été rappelé, dénonce et poursuit la torture. Et là encore, la Charte africaine reprend à la virgule près, ou à peu près, la Convention de New York. Le bâtonnier Kilani vous a cité l'article 101 bis du Code de pénal tunisien, tel qu'il ressort de la loi du 2 août 1999. Et là encore, ce texte auquel il n'y a rien à redire est une quasi-transcription de la Convention de New York. Donc, la torture est l'acte que je viens de définir, et c'est cet acte-là qui sera poursuivi. Alors, débat, est-ce que le complice de la torture peut être poursuivi sur le terrain par le moyen de la compétence universelle? Des pays ont adopté là-dessus des positions très différentes. En France, la Cour de cassation a considéré qu'il importait peu que l'auteur principal des faits commis à l'étranger n'ait pas été arrêté. Si le complice est arrêté en France, il pouvait parfaitement être poursuivi sur le terrain de la compétence universelle. Ça a donné lieu à un grand débat doctrinal, puisque le professeur Rebu de l'Université de Paris 2 disait que la personne en France, la présence en France de la personne complice d'une infraction relevant de la compétence universelle est suffisante pour sa mise en œuvre. Ça a été critiqué par Madame Kering-Joulin, qui est pourtant le vice-président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, sur le principe de la complicité criminalité d'emprunt, car selon elle, le complice emprunte la criminalité de l'auteur, et donc à partir du moment où l'auteur ne peut pas être poursuivi en France, on ne devrait pas poursuivre le complice. Dieu merci, en droit positif français, et d'ailleurs dans beaucoup de pays, le complice peut être poursuivi, même si on n'a pas attrapé l'auteur principal. Alors les poursuites. Les poursuites, euh, elles sont fondées dans les 176 pays décrits tout à l'heure par l'article 5.2 de la Convention, je la cite, tout État partie prend également des mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des dites infractions dans le cas où l'auteur présumé de celle-ci se trouve sur son territoire sous sa juridiction. Ça veut dire que dès le départ, la Convention de New York dira que les pays n'ont de compétences qu'à condition que la personne soit sur le territoire. Certains pays ont été au-delà, ça vous a été également dit. La Belgique, qui a été victime d'un forum shipping tel qu'elle a été amenée à revenir sur ce bel engagement qui était tout à son honneur. C'est donc le point essentiel. Dans le Code de procédure pénale français, c'est l'article 689.1, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises si elle se trouve en France, toute personne qui s'est trouvée hors du territoire de la République coupable d'une des infractions énumérées. Ça veut dire qu'il va s'agir des infractions visées à la Convention de New York, l'application de la Convention contre torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut entrer dans la
compétence universelle que la France va appliquer. C'est a fortiori vrai du génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes et délits, actes de guerre. Je vous les cite néanmoins parce que lorsque la torture fait partie d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de populations civiles, à ce moment-là, ce ne sera plus la torture elle-même que l'on poursuivra, mais l'acte à laquelle elle participe, qu'il s'agisse d'un génocide, qu'il s'agisse d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre. Donc, compétence de la France, lorsque, lorsque une personne peut être arrêtée en France, pour avoir commis un acte de torture à l'étranger. Malheureusement, malheureusement, la France, comme d'ailleurs la plupart des juridictions mondiales, ne sont compétentes que si la personne est présente sur le territoire. Ce qui est très décevant, c'est qu'on arrive souvent après la bagarre. On a eu quelques miracles. Vous avez cité l'ancien ministre de Ben Ali, vous avez cité le général Pinochet. Mais dans 99% des cas, quand un auteur de torture d'une dictature vient faire du ski à Chamonix, la probabilité que nous le sachions est proche de zéro. Et si par hasard nous le savons, le temps que nous saisis le parquet, qu'un juge d'instruction soit désigné, il est probable que le forfait à Chamonix de ski de la personne concernée sera fini et qu'elle sera repartie. Ajoutons, ajoutons que les pays ne sont pas si motivés et que la personne se trouvant sur le territoire français pourrait bien avoir un petit message qu'elle ferait bien de quitter le territoire avant d'avoir des soucis. C'est ce qui s'est passé il y a quelques mois en France, lorsque le chef des services secrets tchadiens, qui était responsable d'avoir séquestré 4 mois un franco-tchadien dans les caves des services secrets tchadiens, est arrivé en France et que nous avions déposé une plainte, qui celle-là était recevable parce que la victime était française, on n'était pas sur le terrain de la compétence universelle, il a reçu un petit message qu'il ne fallait pas qu'il quitte sa chambre d'hôtel et qu'il reparte vite fait au Tchad. Donc, ça veut dire que le temps qu'on puisse déclencher une procédure, le temps qu'un juge d'instruction aurait pu utiliser pour lancer un mandat d'arrêt, fait que dans la quasi-totalité des cas, on passe à côté, soit qu'on ne sache pas que la personne est en France, soit que le temps qu'on le sache, elle a trouvé de bonnes personnes pour l'informer qu'il fallait repartir rapidement. Parce que, et c'est probablement ce qui est dommage, c'est que la Cour de cassation française interdit toute poursuite préalable. On pourrait parfaitement concevoir que le parquet introduise une procédure contre personne non dénommée et que cette personne non dénommée ne vienne dénommer le jour où elle arrive à Orly ou à Roissy. En fait, la Cour de cassation interdit tout acte de poursuite. Ce qui veut dire qu'il va falloir réveiller le parquet lorsque quelqu'un va être en transit entre 2 avions et 2 aéroports, avec un espoir d'efficacité de la répression, malheureusement très limité, d'autant que les associations que nous représentons, c'est à elles d'établir la présence. Or, nous ne sommes pas policiers, nous ne sommes pas enquêteurs, nous ne sommes pas huissiers. Quand on me dit que tel auteur de torture est présent en France et que je vais dire au procureur, il est à l'hôtel Hilton, ne croyez pas que le procureur va envoyer des policiers le vérifier. Il va me dire, ou vous m'apportez des preuves ou je n'ouvre pas d'informations. Ce qui rend les choses encore plus difficiles. L'article 689-11 du Code de procédure pénale était encore pire, parce qu'il exigeait, je le cite, que la personne réside habituellement sur le territoire de la République. Ce qui veut dire qu'on ne pouvait même rien contre quelqu'un qui venait simplement passer des vacances au ski. Heureusement, la jurisprudence a modifié l'interprétation de cet article et toute personne se trouvant sur le territoire français entre dans le champ de la compétence que je vous ai décrite. Alors, il faut également que les faits aient été commis sur un territoire d'un État parti à la Convention de Rome
ou par un ressortissant d'un État partie, ou bien, à défaut, que les faits sont punis dans l'État où ils ont été commis. Mais comme le disait justement Maître Mestre, Dieu merci, même si certains pays ne les poursuivent pas beaucoup, la plupart de ces faits sont poursuivis dans à peu près tous les pays du monde, ce qui fait que le principe de la double incrimination peut être respecté. Je rappellerai également que la compétence universelle, c'est un système de compétences subsidiaires qui est soumis comme tel au principe du non bis in idem. Et ça, c'est très préoccupant et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un certain nombre de pays, et mon regard va vers le Congo-Brazzaville, ont inventé une façon très habile de protéger leurs auteurs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et autres. Ben, c'est tout bêtement de les juger. Et je ne suis pas sûr que nos confrères Vergès et Spinner aient fait ce qu'ils ont fait de mieux quand ils sont allés défendre des généraux à Brazzaville qui étaient accusés de faits gravissimes. Et le tribunal de Brazzaville a dit, je considère que ces faits n'ont pas été commis, je les relaxe ou je les condamne à des peines absolument symboliques. Et on s'est trouvé empêché de les poursuivre dans d'autres pays, même si la Convention dit que sur un plan théorique, lorsque les poursuites sont insuffisantes, ça doit permettre à la compétence subsidiaire de s'exercer. Mais dans la réalité, le fait qu'un pays dise que X ou Y n'était pas coupable et qu'une décision définitive pose des difficultés qui sont considérables. Alors, c'est peut-être important effectivement de redire un mot sur le fait que en Afrique, la question de la compétence universelle a donné lieu à beaucoup de contentieux qui sont très importants. Et la difficulté a été particulière dans l'affaire rappelée par Benoît Mestre, qui a été l'affaire Hissène Habré. Pourquoi? Parce qu'Hissène Habré avait obtenu l'asile politique au Sénégal, ce qui rendait la situation extrêmement complexe et qu'en fait le Sénégal n'avait aucune envie de le juger. Heureusement, il y a eu des plaintes déposées en Belgique. C'était au moment où la compétence universelle de la Belgique s'étendait à des auteurs ne se trouvant pas sur le territoire belge. Et la Belgique a demandé au Sénégal de juger ou de l'extrader. Et comme il n'y avait pas de réponse, la Belgique a saisi la Cour internationale de justice. Et la Cour internationale de justice a fait injonction au Sénégal, soit de juger M. Hissène Habré, soit de l'extrader. Et le Sénégal, le 12 juin 2016, a condamné Hissène Habré à la perpétuité. Moi, il y a une juridiction dont il faut également qu'on parle. Et nous avons la grande chance de voir en ligne mon ami Xavier Jean Keïta, qui vient de passer 20 ans à la Cour pénale internationale et qui la connaît mieux que personne. Parce que la première juridiction qui a vocation à poursuivre tous ces faits, c'est la Cour pénale internationale. Alors la Cour pénale internationale, elle ne vise pas à se substituer aux systèmes nationaux de justice pénale, mais elle est complétée. Et elle ne peut poursuivre et juger des personnes que si les systèmes nationaux n'engagent pas de procédure ou s'ils proclament leur intention de le faire sans avoir réellement la volonté ou la capacité de mener véritablement à bien des poursuites. C'est donc le principe de la complémentarité. Et la Cour pénale internationale, lorsqu'elle est saisie, peut avoir des jugements qui sont des jugements essentiels. Je vais pas revenir sur tous ceux qu'elle a émis et les mandats d'arrêt récents contre M. Netanyahou et contre des dirigeants du Hamas sont probablement sur le terrain du droit international humanitaire des actes parmi les plus forts qui aient été prononcés au cours des dernières années. Euh, la difficulté pour la CPI, bah, c'est qu'il faut la saisir et qu'elle ne peut être saisie que de trois façons. Elle peut être saisie par un État partie. Mais les États parties ne sont pas très motivés, à quelques exceptions près. Et moi, je me suis interrogé sur le fait que ce que je peux faire, si des faits sont commis en Tunisie, et que je veux que mon pays saisisse la Cour pénale internationale, eh bien, je n'ai aucun moyen de contraindre la France. En revanche, il y a une solution qui est possible, c'est que si j'arrive à avoir un rattachement quelconque avec la France, notamment au niveau des victimes, je peux poursuivre la France en responsabilité
pour n'avoir pas exercé le droit qui aurait permis aux victimes de bénéficier d'un procès équitable. Et c'est un moyen qu'il faut, à mon avis, utiliser dans tous les pays. Car lorsque les pays ne sont pas très motivés pour aller saisir la CPI, pour 36 milliards de raisons, la contrainte de se voir eux-mêmes condamnés pour ne pas l'avoir fait est probablement ce qu'on peut imaginer de plus fort. Un dernier mot sur la dernière possibilité, et nous revenons vers la Suisse. C'est la compétence universelle devant les juridictions civiles. En fait, elle n'existe pas. Et l'arrêt important, c'est l'arrêt Naït Liman du 15 mars 2018, dans lequel un requérant d'origine tunisienne y contestait le refus par les juridictions civiles suisses d'examiner sa demande en réparation du préjudice moral du fait d'actes de torture qu'il avait subis en Tunisie en 1992. La question qui était posée à la Grande Chambre portait donc sur les contours de la compétence universelle pour les cas de torture. Or, cette compétence reste exceptionnelle et la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que la proportionnalité existant permettait aux juridictions civiles suisses de se déclarer incompétents. Donc voilà, c'est un combat qu'on mène tous, c'est un combat que mènent les associations, c'est un combat où chaque avocat peut porter un dossier avec l'aide ou sans l'aide d'associations. Il ne manque pas de boîte à outils et tous ensemble, il faut qu'on arrive à éradiquer la torture.